Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Aujourd'hui, nous rencontrons Léonel Pépin. Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, pas trop stressé de faire une entrevue? Ben, disons, ça stresse toujours un peu, là, mais ça va, on va essayer de tenir le coup. Ça va bien aller, parfait. Donc, j'aimerais commencer un petit peu à parler de quand vous étiez plus jeune. Vous avez repris la ferme de votre père quand vous aviez 19 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé? De quelle manière vous avez eu la ferme? Est-ce que vous travailliez sur elle avant? Comment tout cet événement-là s'est déroulé? Ben, disons que j'ai pris la ferme, les circonstances. Mon père est décédé subitement. Alors, là, ça prenait quelqu'un pour s'occuper de la ferme. Oui. C'est-à-dire que ça a tombé au nom de ma mère. C'est sûr que c'était elle qui était l'héritière. Après, elle a pris la ferme, puis là, moi, j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Et puis un jour, ben, il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Soit je garde la ferme ou que j'aille travailler ailleurs, qu'on vende la ferme à quelqu'un d'autre. J'ai décidé de garder la ferme. Oui. Et puis ça, c'est dans les années 60, 1960 environ, là. 60, 61, je pense. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être propriétaire de la ferme. C'était une ferme seulement pour subvenir à vos besoins ou c'était une ferme qui vendait aussi ses produits? C'est la production laitière. Production laitière? La production laitière. Puis quand j'ai commencé, quand j'ai pris la ferme, on avait comme à peu près tous les producteurs agricoles dans ce temps-là. Mm-hmm. On gardait un peu des porcs, des moutons, des poules, Ouais. des vaches laitières. Et puis, graduellement, avec le temps, moi, j'ai abandonné ces productions-là pour me consacrer uniquement à la production laitière. Et c'est vous qui avez pris le relais de la ferme, mais est-ce que vous aviez des frères et sœurs aussi? J'avais deux frères, parce qu'on est trois garçons dans notre famille. Il y avait deux frères, il y en a un qui il travaillait, dans ce temps-là, il travaillait journalier. Et puis l'autre était propriétaire de sa propre ferme à lui. OK. Donc, il était un peu plus vieux que vous, j'imagine, pour avoir déjà sa là, ferme. j'étais le seul qui pouvait prendre ça rapidement, on peut dire. Mm-hmm. Alors, j'ai décidé de garder la ferme. Puis, j'étais un peu attaché à ça parce que je suis venu au monde là. Ouais. Et je suis venu au monde là, puis j'ai toujours resté là. Et puis, on était un peu attachés à notre coin, comme on dit. Vous êtes né ici à Saint-Eugène-de-Guigue? Oui, je suis né ici à Saint-Eugène. Dans le village? Non, j'imagine que la ferme était un peu plus loin. La ferme, nous autres, on a toujours appelé ça le Rancette, là. C'est parce que c'est son numéro de rang, là. Fait que les familles, quand j'étais jeune, moi, on avait 17 ou 18 maisons dans ce rang-là. Okay, des cultivateurs, même. il y avait quelques maisons qui n'avaient pas personne, là, qui avaient des locataires, comme on dit. Mais c'est ça, j'ai resté là jusqu'à temps j'ai été école. J'ai été école là, puis on avait, à ce moment-là, il y avait l'école qu'il y avait, c'était les divisions de la première à la 7e année. Oui. Il y a toujours eu entre 25 et 30 élèves, juste des enfants du rang, là. Dans chaque année, au total? La classe au complet. La classe au complet. Il y avait un seul professeur pour les 7 divisions. C'était une école de rang, j'imagine? Oui, c'était une école de rang. Une école de rang, parfait. Qui n'était pas tellement loin. Quand j'ai commencé les 2 premières années, l'école était un peu plus loin. Ensuite, ils ont bâti une école neuve. Mm-hmm. Puis là, elle était voisin de chez nous. Donc, vous n'aviez pas à marcher des kilomètres et des kilomètres? Même qu'il y a des fois, j'ai triché un peu. Si la maîtresse me gardait après la classe, il y a eu des fois, j'ai déserté, je m'en allais chez nous. Ah oui, OK. Vous étiez pas un délinquant, mais vous... ouais. Pas des mauvais coups, mais vous saviez que vous pouviez un peu contourner les règles. Oui. Ça m'est arrivé quelquefois de prendre la clé des champs, comme on dit, puis de me retourner chez nous. Ah oui? Pas souvent, là. Ça dépendait des professeurs. Dans ce temps-là, presque à chaque année, on changeait de professeur. Ah non, les maîtresses d'école restaient pas longtemps? Les maîtresses d'école, ils ne restaient pas longtemps. Ben, il y en a, celle qui est restée plus longtemps était 3 ans. Mais les autres, ils restaient 1 an. Puis, je sais que dans ce temps-là,
la maîtresse d'école, si elle avait un copain, elle se mariait durant les vacances. Puis après être mariée, il n'y avait plus le droit d'enseigner. C'est vrai. À cause de la possibilité d'avoir des enfants. Parce que les femmes... C'est pour ça qu'on changeait de professeur souvent. Les femmes devaient se consacrer à leur famille avant leur carrière. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez une grande différence d'âge avec vos frères? Est-ce que vous avez été à l'école avec eux ou c'était... J'ai été à l'école seulement qu'avec le deuxième. OK. Parce que la différence d'âge, avec le plus vieux, on a 11 ans de différence. Puis avec le deuxième, on a 7 ans de différence. OK, Ma donc... première année, je l'ai faite avec mon deuxième frère. Là. Mais il était dans les plus vieux de la classe, donc... Ben là, lui, il est encore plus tendant que moi avec d'autres. Ah là. oui? Rendu à cet âge-là, ben, lui, il était grand. Rendu à cet âge-là, Des petits mauvais coups ben ouais, ici et là. sans... pas rien de trop grave, mais t'es quand même... Est-ce que vous avez des exemples? Ça m'intrigue, pas rien de trop grave, mais... Ah, ben disons, c'est les plus grands, comme il y en avait justement dans ces grands-là. La madame, dans ce temps-là, la maîtresse d'école, il y avait un poêle à bois, Ouais. puis la maîtresse chauffait son poêle, puis il y avait une madame qui avait laissé ses... je sais pas si parce que ses chaussures étaient humides, les avait laissées près du poêle. Et puis les plus vieux, c'est-à-dire, ils se faisaient un plaisir de prendre ses chaussures puis se promener avec Ah oui? quand la maîtresse était partie, ou quand elle avait le dos tourné, là, des choses de même. Puis c'est sûr, j'en ai passé plusieurs, là, mais... Il n'y avait pas mort d'homme, mais c'était quand même Non, des c'est petites ça. blagues pour Ouais, s'amuser. Des petites choses là, pour faire rire les autres, c'est ça. Ouais. Et après la 7e année, est-ce que vous avez continué vos études? Après la 7e année, je suis à une école au village. OK. Il y avait la 8e et 9e année à l'école du village. C'était les religieux et enseignants à ce moment-là. Les Sœurs Grises? Les sœurs grises, oui. Ouais. Et Non, ici, je m'excuse. Ici, c'était les sœurs Immaculée Conception. Immaculée Conception, Oui, d'accord. ceux qu'il y avait ici, oui. Ouais. Et ensuite, est-ce que vous avez peut-être à l'école j'ai- Frère Moffett ou à d'autres... Ben après, ouais, fait, elle venait à l'école au village. Bon, dans ce temps-là, la mode était un peu à ce que les jeunes aillent à l'école d'agriculture, Frère Moffett. Ouais. C'était le père Martineau, il y avait dans ce temps-là, qui dirigeait ça. Il était venu me rencontrer avec quelqu'un d'autre, là, je ne me rappelle plus du nom. Et puis, il trouvait que j'étais trop jeune, parce que j'avais juste 13 ans. Oh, quand même. Il trouvait que j'étais trop jeune pour suivre des cours. Ils ont dit dans quelques années, il viendra s'inscrire pour suivre des cours à l'école Moffett. Et puis, les années ont passé, puis j'ai laissé ça de côté. J'ai commencé à travailler un peu ici et là pour d'autres producteurs, d'autres cultivateurs l'été. Puis, je travaillais sur la ferme chez nous aussi en même temps. Ouais. Et puis, à un moment donné, ben, il y a un hiver, j'ai été au chantier, les camps de bûcherons, là. Un hiver, j'ai été là. J'ai connu la vie de chantier, faire les travaux, travailler en le bois. Puis ensuite, j'ai été ce qu'ils appelaient Showboy, là. Ils appelaient ça Showboy, c'était l'entretien des camps. OK. Faire le ménage, laver les planchers, puis rentrer le bois, chauffer les poêles, rentrer l'eau. Donc, vous n'étiez pas en train de couper des arbres, mais vous faisiez un peu plus de ménage? Oui, bien là, c'est ça. C'est parce que au niveau travailler dans le bois, je trouvais ça assez difficile. Et puis là, il y en a, parce que c'est un roulement de personnel dans ces camps de bûcherons-là. Ouais. Alors, celui qui s'occupait de l'entretien des camps a changé, a parti. Fait que là, j'ai pris sa place. Puis en dernière saison, environ pour un mois, j'étais rendu à être cuisinier. J'ai fait ça. Est-ce que c'était la partie la moins difficile ou entre travailler dans le bois, le ménage et la cuisine? Bien là, c'était plus facile faire l'entretien des camps. Puis dans la cuisine, bien, c'est sûr que c'était agréable, là. Au chaud et... Ben, ouais, faire éplucher les patates, faire la vaisselle. Puis, Ouais. il y avait quand même quelqu'un qui était cuisinier, là, en chef. C'est des travaux comme ça que j'ai fait.
Mais Puis au printemps, bien, à la sortie à la fonte des neiges, on sortait des camps. Parce qu'il fallait traverser sur la rivière Andlier, là. Ouais. Ça s'appelait dans ce temps-là le Red Pine, Andlier. C'est-à-dire qu'ils traversent la rivière. Puis il fallait sortir avant que la glace parte. Sinon, vous étiez pris? Parce qu'on passait le chemin pour sortir, c'était la glace. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en retard et que la glace est fondue ou que non, le lac... ça n'a pas arrivé. Quand je suis en allé à ce camp-là, là, au mois de fin novembre, je ne sais pas trop, là aussi on s'en allait sur la glace. Et puis, il fallait faire attention parce que c'était pas tellement gelé. Là, j'ai tombé à l'eau dans l'eau froide, là, en traversant le lac. Heureusement, il y avait des... comme on appelait ça dans ce temps-là, un baume de bois, là, c'était pour la drave, qui servait de ça pour la drave. Puis il avait mis ça sur le chemin qu'on devait suivre pour traverser la rivière, au cas où il y ait quelqu'un qui tombe. Et puis là, je venu à bout de... Il y avait quelqu'un d'autre avec moi, puis j'avais les deux pieds trompes. Puis j'imagine. Quand tu fais moins 10, moins 15, là, c'est pas chaud. Mais ça aurait pu être très dangereux, vous auriez... Ben oui, ça, c'est des choses qui pouvaient arriver. Dans ce temps-là, la sécurité, c'est... Les risques du métier... Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, comme de raison. Oui. Mais est-ce que entre le mois de novembre et j'imagine probablement mars-avril que vous reveniez, est-ce que vous alliez voir vos familles ou il y avait... Moi, j'étais venu une fois après la partie des fêtes. Après que les fêtes ont été passées, je suis venu faire un tour chez nous. OK. Pour une fête de semaine. Puis ensuite, je suis retourné au chantier. Vous aviez une permission de sortie, si je peux dire ça? Oui, bien là, il fallait la prendre, la permission, à ce moment-là. Le travail qu'on faisait, il fallait payer quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Pendant quelques jours, là, 2, 3 jours. C'est comme ça que j'ai pu venir faire un tour chez nous. C'est sûr, c'était la première fois que je partais de chez nous. Là. 6 mois sans voir sa famille, ça peut être un peu difficile la première fois. Ben oui. Après ça, c'est le seul hiver que j'ai été au chantier. L'hiver suivant, j'ai été travailler à Elliott Lake. Elliott Lake, oui. Elliott Lake, dans les mines, la construction des mines d'uranium qu'il y a là. Oui, c'est vrai, l'uranium. Et est-ce que c'était plus difficile que sur les chantiers dans le bois? Non, c'était plus facile. C'était plus facile parce que on habitait tout près du travail. Il y avait des camps pour les travailleurs, là, des places pour dormir et manger. Puis c'était tout proche pour aller travailler. J'ai travaillé là pendant un hiver. Parce que mon frère était déjà là, le plus vieux était déjà établi là. Puis il travaillait là, aussi, aux mines. Puis c'est comme ça que je suis venu à bout d'avoir un emploi. Mais c'était sur la fin du baume minier, c'est-à-dire la fin de la construction. Puis après ça, bien, graduellement, les mines, ça a fermé à tour de rôle. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'en reste plus en opération. D'uranium en particulier? Ou... Oui, c'était de l'uranium. OK. Ouais. C'est ça, parce que les mines, en général, ça ne l'a pas nécessairement éteint, mais vraiment, c'est un métal, l'uranium? L'uranium, bien, ils savent de ça. Les gouvernements qui font comme les bombes, les premières bombes atomiques qu'il y a, là, ça venait qu'il y avait là-dedans. Ensuite de ça, ils savent de ça pour les traitements du cancer aujourd'hui. Oui. Un peu, il n'y en a pas beaucoup, là. Puis c'est des choses comme ça. Ensuite de ça, ils ont fait des centrales électriques, plutôt des fers fonctionner à l'eau comme ceux qu'on a ici. Ils servaient de l'uranium pour les faire fonctionner. Puis ça aussi, ça a fait beaucoup de pollution. Puis aujourd'hui, il y en a, quand ils peuvent les interdire, c'est ceux-là, les centrales à l'uranium, mais il y en a. Mais c'était ça ma question, ça devait être, est-ce que c'était dangereux pour votre santé? Oui, c'est ça. De travailler... C'est ça. C'est ça. Tant que tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il y a des bruits mécaniques, c'est là que ça cause la pollution. Puis, ça, c'est... Elliott Lake, là, maintenant, c'est... quand les mines ont fermé, bien, il n'y avait plus d'ouvrage pour les personnes. Oui. Alors, dans les bâtiments qu'il y avait là, bien, ils ont décidé de convertir ça en résidence les personnes âgées, les personnes
OK. Fait que là, il y en a beaucoup. Ce qui a maintenu la ville en fonction, on peut dire, c'est ça. C'est cet effet-là. C'est même des gens des grosses villes comme Toronto, puis Ottawa, Sudbury, il y en a qui sont allés rester là parce que... Oui, mais je pense que c'était vraiment un gros projet en tant que tel pour la ville d'Elliott Lake de justement amener une population plus âgée à venir. Ben oui, c'est ça. C'était de faire servir les bâtiments qu'il y avait là, puis de garder les commerces en opération. Oui, que la main-d'œuvre soit encore utile. Oui, ben c'est ça, la main-d'œuvre. Dans les mines, il n'y en avait plus, alors c'était juste l'entretien des garages, les commerces, les restaurants, des choses comme ça. Ça fait fonctionner. Oui. Et après votre hiver à Elliott Lake, vous avez fait quoi? Après? Oui. Après ça, ben là, quand j'ai été travailler à Elliott Lake, je suis revenu au mois d'avril environ. Puis mon père est décédé pas longtemps après. Alors à ce moment-là, j'ai pris la ferme, puis m'occuper de la ferme. Puis... Donc vous n'êtes jamais allé à l'école du frère Moffett finalement pour prendre des cours? Là, je ne pouvais plus y aller parce que c'était passé, là. Vous avez appris sur le tas, si je peux dire ça, Oui, comme j'ai ça. appris, c'est ça. Oui. C'est sûr qu'au début, ben, j'ai appris de ce que mon père faisait, puis les voisins aussi, ce qu'ils faisaient. C'était pas mal tout semblable, une place ou l'autre, là. Et puis, j'ai appris comme ça. J'ai continué à fonctionner comme ça, un bout de temps. Puis, un jour, ben, je me suis aperçu que la production laitière était plus rentable. Mais quand j'ai pris ça, moi, on ne produisait pas de lait l'hiver parce qu'on n'avait pas les aliments pour nourrir les animaux convenablement pour qu'ils produisent du lait. Mais moi, j'ai fait ça. Après quelques années, j'ai décidé de produire à longueur d'année. Mais j'imagine qu'il fallait quand même des grosses installations pour que justement les vaches n'aient pas froid. Bien, c'est ça. Ça prenait de meilleurs aliments pour les vaches. Et puis, il fallait être installé pour conserver le lait, puis tout ça. Tandis qu'au début, c'était pas le lait qu'on vendait, c'était la crème pour faire du beurre. OK. C'est plus facile à faire ou? Non, la mode était à ça. OK. Il n'y avait pas d'industrie qui faisait la commercialisation du lait. C'était toute de la crème. Il y avait des beurreries dans chaque paroisse. Chaque paroisse avait sa beurrerie. Puis c'était à Laval-la-Chère qu'ils ont commencé à produire de la poudre de lait. Parmalat. Oui, c'est ça. Parmalat. C'est eux autres qui ont commencé à produire. Puis là, graduellement, on a délaissé les crémeurs, comme on dit. C'était moins d'ouvrage de produire le lait en bidon, puis on le faisait transporter à Laval-la-Chère. Puis au début, c'était du lait en bidon, là, en bidon de 80 livres. Puis avec les années, bien, ça s'est modernisé, puis c'est devenu des réservoirs à lait. On appelait ça des ball tanks, là. On va supposer qu'on parle français, mais des fois, on échappe un mot. Oui, bien, des fois, on peut pas vraiment changer les termes qui ont été utilisés toute la vie. Est-ce que, j'imagine que les normes aussi ont changé beaucoup avec le temps. Le lait, ça doit être très, très, très strict, l'encadrement avec les bactéries. C'est ça. Aujourd'hui, c'est très surveillé. Ils prennent des analyses à toutes les fois. Tous les fois qu'ils font un ramassage, ils prennent des analyses de lait. Ouais. Et puis, il y a des... Aujourd'hui, il y a des... Comment dire ça? C'est pas des amendes, mais des punitions à ceux qui dérogent des règles. Là, ils ont des punitions, ceux qui refusent de prendre le lait pendant un certain nombre de jours, des choses comme ça. Ça vient d'améliorer avec le temps. Oui, non, il faut... Ben, je pense pas que c'était si dangereux que ça dans le temps, mais ça s'est développé, donc. Oui, c'est ça. Puis il y a eu l'apparition des quotas. Ça, c'est un droit de produire, les quotas. OK. On avait un quota, puis il ne fallait pas le dépasser. Il fallait le remplir le plus possible, puis il ne fallait pas le dépasser. Alors ça allait encourager la production de lait d'hiver. Et puis, il y avait un autre avantage aussi. La production de lait d'hiver, ça permettait d'avoir un revenu à l'année, un revenu plus stable.
Parce qu'anciennement, les cultivateurs, quand j'ai commencé, la plupart des cultivateurs, il n'y avait pas de revenus l'hiver. Ils faisaient marquer l'épicerie au magasin. Puis là, quand les revenus commençaient à rentrer au cours de l'été, bien là, ils payaient Ils remboursaient. Ils remboursaient le compte. Mais de marché à crédit comme ça, le magasin général devait recevoir quasiment aucun argent pendant l'hiver, lui non plus. Il fallait que je supporte ça. Ça devait pas être facile. La majorité des habitants d'une paroisse, c'était presque tous des cultivateurs. Et effectivement. Il y avait quelques journaliers, mais pas beaucoup. Celui qui tenait le magasin général. Ouais. Et quand vous étiez sur la ferme et que vous en occupiez, est-ce que vous avez déjà fait des travails à côté ou ça a tout le temps été seulement la ferme? La tentation était forte d'aller à côté parce que tu avais un revenu supplémentaire. Et puis, il y en a plusieurs qui le faisaient. J'ai fait quelques tentatives, mais ça n'a pas marché, plus que ça. Alors, j'ai décidé de rester chez nous, puis disons, spécifier, être plus spécifique dans la production. J'ai déjà été travailler pour de la construction un peu, là, mais j'ai fait 2-3 jours, puis ça a été assez, là. C'était pas pour vous? C'était pas pour moi, ça. J'aimais mieux rester chez nous, puis être plus productif, puis avoir un salaire convenable. À part la construction, vous avez essayé quoi d'autre comme à côté? Comme métier, j'ai pas fait d'autres choses, là. J'ai pas... ben, disons, c'est comme là, je disais l'autre fois, j'avais tenté de faire une expérience à la radio, mais ça encore là, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas poussé assez, j'ai pas demandé. J'avais été passé une entrevue, puis l'entrevue n'était pas conforme, en tout cas. On m'avait fait lire une annonce de commerce de l'Ontario, puis il y avait des noms anglais. Puis moi, je ne parlais pas anglais. Alors, j'ai bafouillé un peu sur la lecture, puis on m'avait recommandé de pratiquer mes lectures, puis de retourner passer un examen. Puis à la fin du compte tenu des circonstances, je n'ai pas retourné passer un examen. Vous n'êtes pas retourné? Non. Est-ce que vous regrettez? Est-ce que des fois, vous y pensez? Ah, peut-être si jamais... Non, ça, c'est vraiment une chose. Ça m'a vraiment traversé l'esprit, ça, non. C'est ça, j'étais là, puis il fallait penser à administrer ça, puis j'ai jamais pensé d'aller faire d'autres choses là, après avoir commencé sur la ferme. D'accord. Mais si on parle pas de travail, vous avez quand même fait beaucoup de bénévolat. Ça, le bénévolat, oui, j'en ai fait, surtout après que j'étais plus vieux, il y avait les enfants, là, quand j'ai commencé, j'étais tout seul sur la ferme. Si j'avais besoin d'aide, il fallait que j'en garde. Ouais. Alors, quand les enfants ont commencé à vieillir un peu, le plus vieux il était vraiment bon sur la ferme. Il connaissait tout, puis il connaissait les animaux, puis il connaissait la machinerie. Puis, alors, à ce moment-là, il en faisait beaucoup. Il aimait ça pour ça. Il faisait beaucoup de choses. Alors, ça m'a permis de laisser un peu, de lui laisser de la place, on peut dire, puis de faire autre chose. Les premières choses que j'ai faites, c'était au début de la ferme. J'ai été, au début des années, même j'avais commencé avant de me marier, je faisais partie ils appelaient ça le cercle d'amélioration des bovins laitiers. OK. Ça, c'est l'insémination des vaches laitières. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a d'autres animaux qui font l'insémination, mais au début, c'était seulement les vaches laitières. Puis il y avait comme une organisation au niveau du comté. Puis là, moi, j'ai été directeur, ensuite j'ai été président de ça pendant un certain temps. Oui. Mais là, le comté ça coûtait 6 piastres pour être membre. Alors, j'avais ramassé des membres, assez pour faire fonctionner. Là. Mais le comté, le territoire est grand. Hein. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de membres.
Alors, avec les années, celui qui faisait l'insémination, il faisait pas un bon salaire. Fait que ça a été modifié, ça. Puis, avec les années, c'est le syndicat des producteurs de lait qui a pris ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, je pense que c'est le centre d'insémination qui gère ça maintenant. Et ça, en fait, c'était pour améliorer les vaches? Oui, c'est ça. OK. C'est parce que le centre d'insémination, il gardait de la semence. Il produisait de la semence de taureaux de qualité. Oui. Et puis c'était pour... plutôt que chacun ait un taureau chez eux, on faisait inséminer les meilleures vaches, on les faisait inséminer artificiellement pour avoir des genèses, améliorer la production laitière. Aussi parce qu'un taureau, s'en occuper, avoir ça sur une ferme, ça doit être beaucoup de travail. C'est sûr, ça prend de la place. Puis il y en a qui ont eu des problèmes parce qu'il y avait des taureaux qui étaient mauvais. Il y en a qui ont eu des problèmes avec ça, des accidents, puis des choses comme ça. C'est pas une idée... c'est pas juste une idée populaire, les taureaux peuvent être plus agressifs, généralement. Oui, c'est pas tout pareil, là. Il y en a qui sont plus agressifs les uns que les autres, oui. Ouais. J'imagine que s'occuper d'un taureau qui est agressif, ça doit être un peu stressant pour l'agriculteur. Surtout si sa seule fonction, c'est justement de créer d'autres vaches. S'il ne crée pas de viande, s'il ne fait pas nécessairement de travail sur la ferme. Ben oui, oui. Après ça, quand j'ai été, à un moment donné, parce que dans ce temps-là, on allait à la messe, presque tout le monde allait à la messe. J'ai été marguillé de la paroisse de Saint-Eugène pendant... un terme, ça durait 3 ans. Un quoi? Un terme de marguillé, ça durait 3 ans. OK. Je sais pas qu'est-ce que... Un terme... Un terme, c'est le fait d'être nommé là. Ah oui, OK, oui. Un terme, ça durait 3 ans, oui. D'accord. Après ça, si la personne voulait continuer, mais il y a eu des recommandations de fait que les gens ne restent pas là trop longtemps, tu sais. Faire un changement de personne là, pour diriger. Après ça, ça a été plus tard. Quelques années plus tard, mais là, je me suis occupé d'autres choses, là. À un moment donné, j'ai rentré comme conseiller. Oui. Conseiller municipal. Puis, en prenant ça, des circonstances ont fait que on commençait à parler d'embellissement. De la municipalité? De l'embellissement de la municipalité, puis des résidences aussi. Fait que là, on a formé un comité avec d'autres personnes, là, on a formé un comité. Puis on encourageait, par certains moyens, on encourageait les résidences à produire des fleurs, puis à aménager leur terrain, puis que ce soit beau, que ce soit attrayant. Oui. Et puis, le comité d'embellissement. Au début, on essayait de trouver des idées nouvelles, mais fait qu'on faisait un genre de concours. Puis, enfin, environ au milieu du mois d'août, à la fin du mois d'août, on a fait une remise des prix. Puis à ce moment-là, on donnait des prix à ceux qui avaient gagné, qui avaient le plus décoré, là. Puis ça, le comité d'embellissement, au printemps, on faisait un bingo. On faisait un bingo de fleurs qu'on appelait. Dans les prix, c'était tous des plants de fleurs. Tous les prix qu'on donnait, c'était tous des plants de fleurs. Puis là, le gros lot, c'était un arbuste. Un arbuste en pot. Puis c'était tout... ça concernait tout ça, ces choses-là. Puis ça faisait quand même une activité puis une rencontre. Et puis on donnait en même temps des conseils aux gens. Là. Comment entretenir les différentes plantes, puis tu sais, des choses comme ça. Wow! Et est-ce que... Donc, vous avez fait partie du conseil municipal, vous avez fait partie de la fabrique aussi? La fabrique, c'était avant ça, oui. C'est ça, la fabrique, c'est à l'église. Oh, c'est à l'église, c'est ça. Et c'était quoi votre titre que vous m'avez dit? Comment? De quoi vous vous occupiez, en fait, à la fabrique? À la fabrique, quand j'ai été marié, on était six personnes. 6 personnes. Et puis, on faisait juste l'administration. OK, c'était de l'administration. Surveiller les dépenses. Quand il y avait
des choses à acheter, des choses comme ça, là. Oui. Voir procurer des revenus, puis surveiller les dépenses, les réparations qu'il y avait à faire. À ce moment-là, quand j'ai été marié, c'était comme ça. Plus tard, quand... ben là, je brûle les étapes un peu, là. C'est pas grave. Quand je suis venu rester au village, après la retraite de la ferme, je suis venu rester au village. Oui. Là, ça n'a pas été long qu'il y a quelqu'un qui est venu me demander pour prendre l'entretien de l'église. S'occuper des cloches, faire des réparations. Oui. Il y a toujours des réparations à faire. C'était une vieille église quand même. S'occuper des réparations, puis de la peinture, puis changer des fenêtres, puis des choses comme ça. Vous avez accepté? Oui, j'ai fait ça jusqu'à temps que, arrivé au village en 1997, je dois commencer l'année suivante à faire ça. J'ai fait ça jusqu'à temps que l'église brûle, en 2014. 2014. Oui. Et là, l'église a été reconstruite. Est-ce que vous avez participé à sa reconstruction? Oui, j'ai participé à sa reconstruction. Oui. Ça a dû quand même être un gros projet, reconstruire ça. Oui, c'était un gros projet. Puis, c'était pas facile, mais il y a des gens qui sont impliqués beaucoup. Et puis, ça a pas pris tellement de temps que ça a fait un bon projet. Oui. Est-ce que vous aviez des aptitudes en construction, en menuiserie ou... Disons que c'est les expériences que j'ai faites sur la ferme. Sur la ferme, il fallait en faire de la construction. Oui. Alors, j'avais pris d'expérience là. Et puis, les autres expériences, c'était fort d'en faire que... Parce qu'il y avait à l'église, à la vieille église, à un moment donné, c'est une anecdote qu'à un moment donné, ils ont fait, ça a été fait par étapes. Et puis, quand ils ont bâti, l'église était déjà bâtie, mais quand ils ont bâti un agrandissement qu'on appelait la sacristie à l'arrière, ils ont fait au sol une salle paroissiale. OK. Une salle paroissiale, puis ça, c'était haut. Bien, c'était haut. C'était plus haut qu'une hauteur normale d'une maison. Parce que ils faisaient des spectacles là-dedans, puis il y a été une période où il y en a qui faisaient des vues du cinéma, là. Ouais. Puis ça se passait dans la salle, là. Et puis, quand ils ont construit l'autre salle paroissiale qui existe au centre là-bas, le centre récréatif, là, bien, il n'y avait plus besoin de ce local-là. Alors, ils ont refait un plancher surélevé parce que pour emmener la hauteur, une hauteur normale dans notre appartement, alors, ils ont fait un plancher surélevé d'à peu près 18 à 20 pouces plus haut que le sol. Et puis, ils ont fait un salon mortuaire d'un côté, un salon mortuaire, puis l'autre côté, c'était le local pour les fermières, les dames fermières. Oui, le cercle des fermières. Voilà, c'est ça. Et puis, quand ils ont refait le plancher, mais ils n'avaient pas tenu compte de ça. Et puis, le plancher qu'ils ont refait, là, en neuf, il arrivait au milieu d'une marche d'escalier. Oh! Fait que ça faisait un escalier, puis il y avait juste une petite marche en bas. Mais ça a duré pendant de nombreuses années. Puis là, quand je m'occupais de l'église, ils m'ont demandé de faire des choses de même. Fait qu'un jour, celle qui s'occupait au niveau des fermières, qui s'occupait du dossier, elle m'a demandé de faire un escalier nouvel. Ouais. Parce que l'escalier qu'il y avait là, elle descendait à brut, qu'on dit, là, ben à pic, là. Fait qu'ils ont dit d'arranger ça mieux, puis d'arranger ça, faire un escalier qui descend bien, parce que les personnes âgées qui allaient là, c'était C'est dangereux, ben oui. Alors, j'ai accepté ça avec quelqu'un d'autre pour m'aider un peu. Et puis, quand il est venu le moment de faire l'escalier nouvel, j'ai été voir la responsable des fermières qui avait le dossier en main. Oui. Puis, j'ai demandé ça pour faire une farce, comme de raison. J'ai demandé ça, j'ai dit, ton nouvel escalier, là, la petite marche, tu veux-tu l'avoir en haut ou en bas? Elle m'a regardé les grands yeux, mais elle a dit, j'en veux pas du tout. Wow! Imaginez. Ben, c'est assez cocasse. C'est ça, fait que c'est ça. Alors. Vous avez refait l'escalier finalement, en bonne et due forme. Oui, je l'ai fait en bonne uniforme. Puis quand ça a été fini, tout le monde avait de l'air bien satisfait. Tout le monde était heureux. Oui.
Ah, j'ai fait les travaux de l'église, mais les cloches, c'était un carillon qu'il y avait. Il y avait 3 cloches dans le clocher, là. D'accord. Puis là, il fallait entretenir ça, graisser ça régulièrement, puis voir là, tout ce que fonctionne, tout ça fonctionne. Puis on avait installé un genre de réflecteur dans le clocher, là, pour la nuit, là. Un réflecteur qui s'allume Oui, pour illuminer le clocher, comme on dit. pour les voir pendant la nuit. Ouais. OK. Ça devait être quand même assez. Mais c'était vers quelles années environ, ça, d'installer un réflecteur sur les cloches? Ben, ouais, puis ça, c'est avec les réflecteurs, ça illuminait le clocher, puis il y avait un œil magique, ça s'allumait aussitôt qu'il commençait à faire noir. Ça OK. s'éteindait au matin. Ça prenait en compte la lumière. Ah oui. Puis il y en a, surtout dans les voisins, ceux qui restent proches de l'église, bien, ils tenaient beaucoup à ce que ça soit allumé. Pour les voir le soir. Ouais. Ouais. Après ça, à l'église, bien, il y a d'autres travaux. On a fait de la peinture, changé des fenêtres, des choses comme ça, là. Puis on travaillait à l'intérieur aussi. Mais c'est ça, j'ai parlé avec Jean-Paul et Cécile Perrault et ils faisaient l'exposition agricole. Vous, c'est pas quelque chose qui vous avait déjà intéressé? Tu sais, ben, j'avais pas assez de main-d'œuvre pour dire, tu sais, si les enfants avaient été plus grands, plus vieux un peu, peut-être que j'aurais aimé ça, mais j'étais pas, comment je dirais, j'étais pas un spécialiste, producteur spécialiste. Je faisais ça comme moyen de vie, là, pour vivre, là. Oui. Spécialiste, peut-être que je pense à ça des fois, puis je me dis que j'aurais peut-être dû spécialiser un peu plus, mais ça aurait coupé dans ma qualité de vie ailleurs, tu sais. Oui, ça vous aurait demandé beaucoup plus de Ben, ça temps aurait et demandé d'investissement. beaucoup. Et puis, parce que j'aimais faire une vie active au niveau social, si on veut aller visiter la parenté, puis aller se promener, puis tout ça, là. Bien sûr. J'aimais ça. Mais à ce moment-là, ben, mes 2 frères restaient à Longueuil. Fait que si on voulait aller faire un tour, ben, ça prenait une semaine d'aller là. Puis j'avais de la parenté à Ottawa, à Gatineau. Et puis, tu sais, aller là, puis tout ça. Alors, ça prenait quelqu'un pour nous remplacer. Et puis, j'ai été chanceux parce que ça l'a donné assez bien qu'il j'ai toujours eu quelqu'un pour prendre la place à la ferme, là, mais tu sais, je ne pouvais pas me spécialiser puis rester là. Indéfiniment. Ben oui, rester là puis être pris avec ça. Puis on aimait sortir le dimanche, aller visiter la parenté ici à l'entour. Puis des fois, on n'était pas revenu on revenait un peu tard le dimanche, tu sais. Oui. Ils nous invitaient, si on allait visiter la parenté, ils nous invitaient à souper, mais on acceptait. Bien sûr. Mais à ce moment-là, le train se faisait plus tard le soir, là. C'est plus pareil aujourd'hui. Ceux qui ils ont des animaux, les heures sont fixes, puis c'est quasiment des heures de bureau. Là. Oui. À telle heure, il faut qu'ils soient là pour soigner les animaux, faire la traite, puis en tout cas. Mais il y a aussi une grande industrialisation avec les fermes aussi, des trucs qui sont programmés, des nouvelles technologies, donc c'est sûr que c'est plus... disons, quand ça avait du bon sens pour ma situation, les nouvelles technologies, je les prenais, je les ai pris dans la mesure du possible. Là, comme quoi, par exemple? Bien, comme l'alimentation. Quand l'alimentation, puis quand les silos autour ont sorti, là, on était 2 dans la paroisse, les premiers qu'on a eus. Il y en avait un chez nous, puis il y a une autre ferme qui en avait acheté en même temps. Tu sais, des choses comme ça. Puis à ce moment-là, on faisait installer un silo, mais ça prenait la machinerie qui va avec, là. Oui. Toute la machinerie. Puis les installations à l'intérieur, pareil, avoir un pipeline pour la traite des vaches, puis l'alimentation automatique quand on pouvait le faire, là. Eh bien, pour continuer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos voyages. Vous m'avez déjà mentionné que vous avez quand même eu de grandes aventures. Oui. Le premier voyage qu'on a fait, c'est un spécial dans ce temps-là. En 1972,
On a parti avec les enfants, on a pris l'avion à Halton, en Ontario. Oui. Puis on a été passer une fin de semaine à Montréal avec les enfants. Alors ça a été... dans ce temps-là, en 1972, il n'y avait pas tellement de gens sortie. qui voyageaient par avion. Oui. Et puis, le plus jeune, Pascal, en 72, il avait 4 ans. Et puis, quand l'avion quand il avait besoin de tourner, ça penche. Des fois, ça penche beaucoup, là. Fait que Pascal, à un moment donné, hop, petit mon dos, on vire à l'envers. Il avait un peu peur. C'était leur première fois, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui étaient un peu stressés? Toutes nous autres, c'est la première fois qu'on prenait l'avion. Vous aussi? Oui. Après ça, on a fait des voyages. Le premier grand voyage, c'est sûr que régulièrement, on allait à Montréal, Ottawa, ces choses-là. Le premier grand voyage qu'on a fait, c'était en 1978. On a été à Haïti. Wow! On a été à Haïti. J'ai bien aimé ça. Ce qu'on avait apprécié, j'étais avec d'autres de la parenté, là. Ce qu'on avait apprécié, c'est que notre hôtel était sur le bord, disons, en banlieue de Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince. À ce temps-là, c'était encore le temps du docteur Duvalier, François Duvalier, son fils. Et puis, il y avait les tontons Macoutes. Il appelait ça les tontons Macoutes. Ça, c'était une petite armée dirigée par le gouvernement qui combattait ceux qui s'opposaient au régime. Les opposants au régime, là. C'était un régime dictatorial. Les tontons Macoutes, le menaient la vie dure. Oui. Et puis, moi, j'aimais ça. Nous autres, on n'a pas eu de problème avec ça. Mais j'aimais ça parce que notre hôtel est en flanc de montagne, près de la campagne. Alors, on partait à pied, puis on allait voir ceux qui restent en campagne, comment ils vivaient dans les huttes, là. Les huttes, juste des poteaux, puis une couverture, puis plancher sur terre, comment ils vivaient. Puis les gens allaient à la rivière, entre les montagnes, il y avait de l'eau, une source, là, un genre de source qui coulait. Ils emmenaient le linge là, puis ils lavaient le linge là. Ils appelaient ça les lavandières. Oui. Puis c'est ce qu'il y avait de pratique. Ils parlent créole à Haïti. Et puis, à force d'être avec eux autres, on finissait par comprendre leur langage. Vous avez appris quelques mots? On avait appris, oui. Parce que ça se rapproche du français. Le créole, ça se rapproche un peu du français. C'est vrai, il y a certains mots qui sont assez similaires. Ça. Puis on allait voir comment ils vivaient. Puis les gens vivaient pauvrement. Le matin, aussitôt que les premières lueurs du matin, les femmes descendaient à pied avec des paniers d'oranges ou de fruits. Il y avait ça sur la tête, là. Puis ils descendaient en ville, aller vendre ça au marché. Ça se vendait pas cher. Puis il y avait bien des enfants, il y avait bien des gens qui quêtaient. Le matin, les petits-enfants venaient nous trouver, puis ils demandaient 10 cents pour déjeuner. Puis là, sur le bord des rues, bien, il y avait tout le temps du monde qui quêtait. Puis là, c'était en ville, on se promenait en ville, puis les égouts des maisons, puis tout ça, là, ça coulait dans le bord des rues. Ça devait pas sentir. Il n'y avait pas de système d'évacuation. Ça coulait dans le bord des rues, puis on a été visiter le marché public. C'est surtout du poulet qu'ils ont là. Il y a d'autres viandes aussi, mais surtout des poulets. Les poulets étaient pendus là, à chaleur, il fait chaud, là. Ils étaient pendus à chaleur. C'est à la fin de la journée, ça avait des odeurs un peu désagréables. J'imagine. On se demandait comment ils font pour vivre avec ça. Fait que quand on revient chez nous, on est content de ce qu'on a, nous autres sites, là. C'était un dépaysement assez extrême pour vous. Puis je pense que quand on regarde la TV, à Haïti, le mode de vie n'a pas tellement changé, là. Ça n'a pas avancé. Ils vivent encore pauvrement. Mais depuis l'accident en pas l'accident, mais c'était un tremblement de terre, je pense. Tremblement de terre. En 2008, il me semble. Ouais. Ça a créé beaucoup, beaucoup de dommages à l'économie. Oui, c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, c'est sûr que ça a dû... Ben oui. Ça n'a pas dû aider. Puis après ça, notre autre voyage, c'est l'année suivante, en 1979, encore avec de la parenté. On a été à Walt Disney. À Walt Disney. Orlando, en Floride, à Walt Disney, visiter Walt Disney. Ça, c'était
ça a été plus agréable. Là. Oui. On a bien aimé ça aussi. Là. C'était vraiment spécial d'aller faire le tour de ça, puis d'aller prendre des shows, des tournées d'aventure dans tout le système de vacances qu'il y a là, de vacanciers qu'il y a là. Avec vos enfants, j'imagine? Non, Non? non, c'était après, quand on a parti les premières fois. Le plus vieux des garçons, il était tellement conscient de la ferme, il connaissait tout. Alors, il restait à la maison pour donner des informations à ceux qui nous remplaçaient là, pour faire les travaux. C'est étonnant, même pour un enfant, de ne pas vouloir aller à Walt Disney. Bon, disons qu'il il a jamais parlé de ça, c'est plus que ça. Ah ouais? On s'était dit, ma femme et moi, on s'était dit plus tard, à un certain anniversaire de mariage, on partira tous ensemble, on ira faire un tour, mais en réalité, ça ne s'est pas produit, là. Ça n'a pas donné. C'est ça. Puis ça, c'est en 79 qu'on était à Walt Disney. En 1981, on était à Acapulco. C'est où, Acapulco? C'est au Mexique. Mexique? Au OK. sud du Mexique. Au sud? Une région touristique, là. Ça, c'est pareil, c'est agréable. La température est tout belle, là, il fait tout chaud. Puis, de la pluie, il n'y a pas de pluie. S'il tombe de la pluie pendant une demi-heure, là, le soir ou la nuit, puis pour de ça, il fait soleil. Après ça, c'était en 81. En 84, on avait resté au Québec. C'était l'Association des familles Pépin. Il s'est formé une association au niveau de la province. Et puis, il y avait un président, des directeurs, tout ça. Alors, moi, j'ai rentré là-dedans. Puis, il y a eu un grand rassemblement à Trois-Rivières. Il y avait 1000 à 1200 personnes. Des L'association des Pépins, c'est ça. Des pépins. Et puis, on a été à Trois-Rivières pendant une semaine. Ça a duré une semaine. Est-ce que vous avez trouvé des membres plus proches de votre famille? Oui, on a trouvé des membres, c'est ça. On a été visiter. Mon père, il venait de Saint-Pierre-les-Béquets. C'est-à-dire, ça, c'est un peu en haut de Trois-Rivières. OK. Fait qu'on a été visiter ça. Et puis, on a rencontré bien du monde, là, fait des connaissances. L'année suivante, l'Association des familles Pépin a organisé un voyage en Europe. Wow! En 85. 85, on était en Europe. On partait tous 15 jours pour 2 semaines à ce moment-là. En Europe, on a été en Belgique. On est arrivé en Belgique. Ensuite, on a été en Hollande. En Hollande, le marché des fleurs, là, c'est super, ça. Ben, dans ce temps-là, c'était moins développé, le marché de fleurs, disons, aux États-Unis et tout ça. Alors là, c'était le centre de production, si on peut dire, là. Il emplissait des avions pleins de marchés, de toutes sortes de fleurs pour livrer aux États-Unis, des choses comme ça. Ça devait être magnifique à voir. Il y avait un marché, c'était super beau. Il y avait un marché, là, une fois par semaine, toutes les semaines, il y avait des encans. Fait que ceux qui avaient besoin de fleurs, là, en grosse quantité, ils allaient là, puis ils achetaient des fleurs. Ensuite, ils mettaient ça sur des transports. Ils envoyaient ça partout dans le monde, on veut dire. Ouais. Ensuite, là, on avait été, ça c'était en Hollande. En Hollande, ce qu'il y a de particulier, c'est un pays qui avait beaucoup de pertes de terrain à cause de l'eau. Parce que des terrains sont plats assez. Et puis, il y avait de l'eau, bien des étendues d'eau. Alors, les gens, c'est sûr que ces gens-là ont travaillé beaucoup. Ils ont fait des murets. Ils laissaient seulement que la circulation de l'eau au centre. Ils faisaient un muret à chaque bord pour agrandir le terrain cultivable. Avec ça, ils ont récupéré environ 15 de leur terrain. Là. Quand même. Et à ce moment-là, c'était haut, ça, ces murets-là. Nous autres, on voyageait par autobus. Et puis, assis dans l'autobus, là, le niveau de l'eau était à hauteur du toit de l'autobus. Ah, fait que oui? le muret était plus haut que ça encore. Là. Mon Dieu. Oui.
Mais c'était quand même assez solide comme fortification. Ah oui, c'était large, ça, ces murets-là, c'était très large, ça. Et puis, ils faisaient la route, des fois en bas du muret, des fois c'était plus vers le centre, un peu plus haut, ils faisaient les routes là-dessus Oui. pour gagner du terrain. Ça, c'était spécial, ça. Ils ont fait ça avant, au début des années 1900, là. Puis au temps de la guerre 45, là, Oui. les Allemands qui avaient envahi la Hollande, s'il y avait un secteur du pays qu'ils n'aimaient pas les gens ou qui voulaient pénaliser les gens, ils brisaient le mur. Ils brisaient le mur pour que l'eau s'en aille, s'étendre un peu partout dans les terres. Ils détruisaient les murets. Pour noyer les gens, puis ouais. Mon Dieu. C'est ça, c'est des choses comme ça. Ensuite, à partir de la Hollande, on est en Suisse, on a passé par la Suisse. Ça aussi, c'est bien, la Suisse, là. Ensuite, on est descendu en Allemagne, passé par le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est à peu près grand comme le Témiscamingue. C'est un pays grand comme le Témiscamingue. Wow. C'est pas grand. Vous pouvez traverser en une journée assez facilement. Ah, ben oui, ça prenait environ 1 heure et demie de traverser le pays au complet. Ensuite, du Luxembourg, on a été en Italie, le nord de l'Italie, à Milan. Oui. À Milan, ça c'est particulier. C'était sale, c'est sale, là. Puis dans ce temps-là, ça a probablement changé aujourd'hui. Mais ce qu'il y avait de particulier, on arrivait là, puis le temps que les conducteurs d'autobus débarquaient les valises, il fallait qu'il y ait des hommes de passage dans l'autobus qui descendent en bas, surveiller les valises, parce que les gens arrivaient en moto, puis ils ramassaient les valises en passant, ils les volaient comme ça. Vous n'êtes pas fait voler vos choses? Non. Parce qu'il y a plusieurs personnes, moi je n'ai pas descendu, mais il y a plusieurs hommes qui ont descendu pour surveiller les valises. Oui. Parce qu'on était avertis d'avance, là, que les gens faisaient ça. Ils passaient en moto, puis ils ramassaient les valises. Ils partaient avec. C'est pas drôle, vous perdez votre linge, votre brosse à dents. Ben, oui, c'est ça. Ensuite, ben là aussi, on avait été visiter des places à visiter, mais on était bien avertis de ne pas se traîner de portefeuille ou des choses de même, parce qu'il y a des pickpockets, il y en mouille de ça, là. Ouais. Faut quasiment mettre ces choses importantes en dessous de ses vêtements. Oui, en dessous de ses vêtements, des ceintures spéciales, des choses de même. Ensuite, à partir de l'Italie, on est revenu du côté sud de la France, là, la Côte d'Azur. Oui. On a été sur la Côte d'Azur. Puis là, c'était bien, il fait chaud, puis ça. Puis ensuite, on est revenu par Marseille. On a remonté à l'intérieur de la France. Puis on n'a pas été à Paris, par exemple. On n'a pas été à Paris ce fois-là. On est revenu par le centre de la France. On a passé d'où ce qui venaient les pépins, là. Ouais, je ne me rappelle plus de la place, des petites paroisses au centre de la France, là. Et puis, on a retourné, après ça, on a retourné en Belgique pour le retour au Canada. Ça, en Belgique, là, on a vu beaucoup, puis ils en vendaient énormément. Ils appelaient ça des petits Mannequin Piss, là. C'était un petit gars qui était après uriner sur des statues, puis ça, il y en a de ça. Ah oui? Oui, énormément. Ça, c'était un voyage agréable. Maintenant, après ça, ça c'est en 85. Après ça, bien, en 97, ils vendaient la ferme, Premierville 97, là. Oui. Et après, en vendant la ferme, j'ai passé quelques étés à travailler sur la ferme. Puis en 98, bien, c'est là qu'on a fait la tournée du lac Saint-Jean. On a fait la tournée, qu'on a été visiter le lac Saint-Jean. On avait monté par l'Abitibi, c'était passé par Chibougamau, pour être revenu par Québec, Québec-Montréal. C'est là qu'on a vu le village qui est... C'était une usine de papier qu'il y avait là. Puis ça a été abandonné. Puis il y avait juste les vestiges, puis ils ont gardé les maisons des habitants qu'il y avait là. Oui. Ça a été rénové, les maisons. Puis, après ça, on a été une semaine dans la vallée de la Loire, là, où il y a des châteaux, des anciens châteaux de rois puis de
de reine, de prince, puis tout ça, là. Oui. Là, on a visité des châteaux pendant presque une semaine. Wow. On a vu des châteaux. En 2000, ben, la femme de mon garçon qui avait chez Mario au Nouveau-Brunswick, sa femme est décédée à l'automne 2000. Fait qu'on a retourné au Nouveau-Brunswick. Après ça, l'année suivante, en 2003, on a été aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine. Oui. On est parti de Montréal en bateau. On prenait le bateau à Montréal, puis on se rendait jusqu'aux îles de la Madeleine, pendant 2 jours et demi. Et puis, des îles de la Madeleine, on prenait le bateau pour revenir à l'île du Prince-Édouard, à Souris. Ça s'appelle Souris. Puis, on est revenu par le Nouveau-Brunswick, tout ça, en autobus. Mais l'autobus nous a toujours suivis. L'autobus qui nous permet il nous embarquait en ville à Montréal, aller embarquer sur le bateau en même temps que nous autres, là. Puis elle nous a toujours suivis. Les îles de la Madeleine, on a fait le tour en autobus. On a été là sur les îles de la Madeleine, on a été une semaine, un peu plus qu'une semaine. On est revenu par le Nouveau-Brunswick. Ça, pareil, c'était un beau voyage. Voyage agréable. Oui. C'était la première fois qu'on prenait un bateau, un gros bateau comme ça, là, pour faire ce qu'on appelle une croisière. On a des beaux endroits au Canada. Ben oui, c'est ça. Et puis ça, c'est en 2003. En 2005, on a été en Espagne-Portugal. Ouais, on a été... c'était notre 40e anniversaire de mariage. Wow. Fait qu'on a été faire le tour, l'Espagne-Portugal. On est arrivé... on débarquait à Madrid de l'avion. Ensuite, on a visité en Espagne, le nord de l'Espagne. Ensuite, on traversait au Portugal. L'Espagne, c'est bien, mais j'aimais mieux le Portugal. Le Portugal, c'est plus beau, c'est plus propre. Puis, on était à Portugal, à Lisbonne. On a passé par Porto, où ils font les Portos. Oui, le Porto. Oui. Puis on a bu pas mal. Oui. Ouais, ensuite, on a descendu le sud du Portugal. Ensuite, là, on a traversé, on passait proche de Gibraltar. Fait qu'on on a été passer une journée à Gibraltar. Ça, c'est tout petit, c'est grand comme quoi. C'est à peu près grand comme la paroisse Saint-Eugène, même sa force. Puis là, c'est juste un protectorat britannique, là. Dans ce temps-là, il y avait encore l'argent, c'était la livre. Oui. Puis je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, avec le système d'argent qu'il y a eu en Europe, l'euro, là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, on est arrivé là, c'était pas prévu plus que ça. On n'avait pas d'argent, puis on n'avait pas d'argent du pays. Ils prenaient quand même d'argent canadien, mais c'était plus compliqué, faire le calcul des échanges, puis ça. On n'a pas été là bien longtemps. C'était plus pour voir le paysage, voir ce que ça avait l'air. Mais c'est différent, parce que c'est à côté à l'Espagne, ça. C'est différent, la mentalité des gens n'est pas la même. C'est ça. Puis là, on est revenu par le côté est de l'Espagne. Puis on a terminé à Barcelone. À Barcelone, là, on a... les quelques jours qu'on a été là, c'était j'ai oublié son nom, le coureur automobile espagnol là, qui a gagné. Il avait gagné le prix, soit là, il était champion du monde. Là. De F1? Oui, c'est ça. Il avait battu Samuel Schumacher, là, qui était champion, mais l'autre, l'Espagnol l'avait battu cette année-là. Oui. Alors, les fins de semaine, là, ça fêtait, là. Ça devait. Ça fêtait beaucoup. Ouais. Des feux d'artifice, puis en tout cas, les Espagnols, ils aiment ça fêter. C'est ça. J'aimerais vraiment continuer encore et encore, mais ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on parle. Ben oui. Et on a quand même des limites sur nos caméras. Mais c'est pour de vrai, les voyages que vous avez faits, c'est assez impressionnant. Votre implication au Témiscamingue, à Saint-Eugène-de-Guigue, ça fait de vous une personne très, très, très impliquée. Merci encore une fois. Ça a été une très belle discussion. Merci. Et c'était Point de vue avec M. Lionel Pépin. Passez une très belle journée et à la semaine prochaine. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça a été agréable. Merci beaucoup. Au revoir.